Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui au programme, nous allons parler du scandale qui est en train d'éclabousser, sans mauvais jeu de mots, la Royal Navy. Et ce n'est pas un scandale qui sort de nulle part, c'est un scandale lié aux tensions RH, aux tensions autour du manque d'engagés volontaires dans ce qui a été à une époque la marine la plus puissante du monde et qui, à l'heure actuelle, peine à tenir ses engagements auprès du citoyen britannique. Jingle. Alors juste avant d'attaquer dans le dur, petit rappel, la différence entre un destroyer et une frégate. Au niveau de l'OTAN, on donne des petits noms aux navires avec une lettre. Le D c'est pour destroyer, le F c'est pour frigate. Si vous n'êtes pas familier avec le terme destroyer, c'est tout simplement parce qu'en France, nous ne l'utilisons plus. Nous parlons de frégate de premier rang, type frégate antiaérienne, frégate de défense aérienne, frégate anti-sous-marine, ou alors de frégates de deuxième rang, comme la petite Lafayette, frégate légère furtive, les frégates de surveillance ou encore les avisos. Ce n'est pas du tout la même taille ni la même puissance de feu. Mais à la base, les frégates, cela a été créé par la Royal. La toute première fut construite à Brest en 1638 et c'était un navire à voile entre le vaisseau et la corvette. À l'heure actuelle, ces navires servent pour la protection de navires précieux, par exemple un porte-avions, ou alors pour la protection d'une zone. Et le destroyer, initialement, fabriqué à la fin du 19e siècle, ça a pour vocation à engager les torpilleurs ennemis, qui faisaient leur apparition à cette époque-là, qui était extrêmement rapide et maniable. Il fallait donc pouvoir accélérer, avoir la puissance de feu pour stopper ces fameux torpilleurs. Et par la suite, les destroyers se sont vus rajouter la capacité de torpillage, de lutte anti-sous-marine, de tir de missiles ou encore l'emport d'hélicoptères. Comme je vous le disais en introduction, la Royal Navy, à l'aube de la Première Guerre mondiale, était la première flotte au monde. Et je vous rappelle que sur l'Empire britannique, le soleil ne se couchait jamais parce que tout simplement, ils avaient des possessions absolument partout. En 1960, c'est plus proche de nous quand même, c'est 156 destroyers et frégates, 54 sous-marins, 8 porte-aéronefs, 2 navires d'attaque amphibiens et 14 croisières à leur arsenal. Et en 2022, nous sommes sur 2 porte-aéronefs avec quelques F-35 à bord, 12 frégates, 6 destroyers et 2 navires amphibies. Bref, ça n'a plus rien à voir. Et à l'heure actuelle en mer Rouge, ils ont un destroyer, type T-45 que vous avez peut-être vu dans James Bond, c'est les T-45 qui ont tué le commandeur Bond. Et vous avez également une frégate type 23 qui date des années 90 et une nouvelle frégate qui a pareil. Donc pour rentrer un petit peu dans le détail, c'est la HMS Lancaster, la type 23, 4900 tonnes actuellement en mer Rouge, le HMS Diamond, His Majesty Ship, on a changé de reine pour un roi, 8000 tonnes de diplomatie, 48 astères, une très bonne capacité d'engagement, et la HMS Richmond, type 23, qui date de 95, qui vient d'être envoyée en renfort. Et le 12 janvier dernier, The Telegraph annonce que le groupe aéronaval ne peut pas être envoyé à cause du talon d'Achille dont nous avons déjà parlé sur cette chaîne, qui est le pétrolier ravitailleur, le navire de ravitaillement. Et chez les Britanniques, il n'en reste qu'un, c'est le RFA Fort Victoria. Le RFA, c'est pour la Royal Fleet Auxiliary, qui est un corps qui a vocation à soutenir la Royal Navy. Ils avaient en octobre 2021 1840 marins. En octobre 22, ils ont perdu 5% de l'effectif avec seulement 1750 marins. Alors attention, petite précision tout de même, ce n'est pas parce que la Royal Navy ne dispose pas à l'heure actuelle d'un navire ravitailleur pour son groupe aéronaval que ce dernier ne pourrait pas se déployer avec l'aide de d'autres navires de pays alliés. Je vous rappelle tout de même que lors du dernier grand déploiement de la Royal Navy, à bord, il y avait des F-35 américains du corps des Marines.
on repassera pour ce qui est de la souveraineté. Il y a un équivalent chez les Américains avec la Naval Fleet Auxiliary Force, où ils ont quand même 42 navires et où ce sont des navires d'État mis en œuvre par des civils. Là, on est sur du 100% militaire, mais ils n'ont qu'un seul navire de ce type, car le remplaçant devait arriver, initialement pour 2025, après pour 2028, maintenant, pas avant 2030. Ce navire de 31 000 tonnes, qui sera remplacé par le Fleet Solid Support Ship Programme, a donc besoin de maintenance, n'était pas prioritaire, et comme le nombre de cales sèches sont plus que limités dorénavant en Occident, eh bien ça prend du retard. Donc vous avez un problème qui est double. D'un côté, indisponibilité des navires, et de l'autre côté, vous avez un manque de personnel pour équiper ces mêmes navires, comme le prouve l'annonce de l'arrêt du décommissionnement du HMS Westminster, qui est une T23, et du HMS Argyll, une T23 également, car les équipages vont devoir être transférés vers les nouveaux navires qui vont arriver dans quelques années, le T26 et le T31, qui sont les nouveaux navires britanniques, qui d'ailleurs sont vendus également aux Australiens, aux Canadiens, aux Polonais ou en Indonésie. Je vous rappelle que sur la chaîne, nous avons étudié la perte d'un F-35B justement au décollage d'un porte-aéronef britannique. Et ce qui a été ressorti, c'était un gros souci RH avec un équipage pas assez formé, sous-staffé, un rythme de travail absolument incroyable et des bases qui n'étaient plus gérées. Alors pourquoi cette crise du recrutement et surtout, qu'est-ce qu'elle dit en termes de chiffres? Déjà, il faut savoir qu'un tiers des militaires britanniques ne sont pas au niveau physique ou mental pour être déployés. 30 000 hommes. Un tiers des militaires de l'armée de terre britannique ne peuvent être déployés pour des raisons physiques ou mentales. Il a été décidé d'augmenter de 400 le nombre de recruteurs pour essayer de pallier aux soucis de recrutement, car à l'heure actuelle, l'armée britannique, qui comptait 79 000 hommes, vient de tomber à 75 000, car il y a plus de personnes qui partent que ce qu'on recrute. Par exemple, l'année dernière, ils ont perdu 9 438 personnels et n'en ont recruté que 6 300. Pour ce qui est des forces de la réserve, c'est pareil. 5 580 départs de réservistes pour 3 780 nouveaux arrivants. À tel point que dans la Navy, ils ont même décidé de créer un programme où si vous recommandez à un civil de rejoindre la Navy, vous pouvez gagner 500 livres. Il vaut mieux aimer la lecture. Et dans le cas de la Navy, ils ont eu 16 460 départs en hausse de 6% l'année dernière pour seulement 10 470 nouveaux engagés en baisse de 17%. La Royal Air Force, pareil, a perdu 1000 personnes. Et d'ailleurs, la Royal Air Force fut éclaboussée il y a peu par un scandale de discrimination au recrutement qui visait à discriminer les hommes blancs pour augmenter le taux de diversité dans les forces de la Royal Air Force. Ce qui a amené Sir Richard Knighton à s'excuser fin 2021, a eu un fort retentissement dans tout le pays. Donc en définitive, qu'est-ce que l'on peut dire? Encore une fois, et on en parlait dans Au-delà de l'Ukraine, avec tout un chapitre consacré à la ressource humaine, que j'avais intitulé « Où sont les hommes ?», le talon d'Achille des armées occidentales est et va de plus en plus devenir un souci de RH. Nous manquons de personnel, nous manquons de vocation. Il y a des centaines de raisons intellectualisables, mais peut-être la plus simple, c'est tout simplement cette réduction du format d'armée depuis les années 90. Traditionnellement, servent dans l'armée des fils ou des proches de militaires, ils connaissent le milieu, ils connaissent les contraintes et sont plus enclins à les accepter. Et quand vous réduisez le format d'armée, vous réduisez le pool qui pourra après derrière venir entretenir ce format d'armée. Il est illusoire de croire que 100% des enfants de militaires veulent faire militaire, mais peut-être 20%. Et quand le format à la base est plus petit, eh bien derrière, on arrive sous ce seuil critique. De plus, les contrats britanniques, mais la plupart des contrats dans les pays occidentaux ne sont pas particulièrement attractifs. Un jeune qui s'engage pour faire marin sur le Queen Elizabeth va se retrouver à travailler énormément, à faire peu d'escales car il faut rentabiliser les bateaux. Et derrière, en termes de salaire, il serait mieux à faire vendeur chez McDonald's. L'armée américaine a également des soucis en termes de recrutement. La France commence à peiner également. L'Ukraine met en avant toute la difficulté de mobiliser des hommes. Bref, après avoir misé durant des décennies sur de la très haute technologie, après avoir grandi sous la protection fictive de l'arme nucléaire, le retour à la réalité et la capacité à déployer une force conventionnelle pour protéger les intérêts de la nation est un réveil brutal pour de nombreux gouvernements qui, accessoirement,
n'ont pas vraiment la culture de la chose militaire. Mais pour terminer cette vidéo, ce que je vous propose, c'est un petit pas de côté. Car il y a quelques jours seulement, le Premier ministre britannique, ex-Goldman Sachs, a promis 2,5 milliards de livres d'aide à l'Ukraine pour les 2 prochaines années, dont 200 millions de livres rien que pour les drones, des missiles longue portée, des systèmes anti-aériens, de l'artillerie. Tout cela alors que dans son pays, le scandale règne sur leur incapacité à mettre à la mer un de leurs 2 groupes aéronavals, à l'heure actuelle, toujours dépourvus du navire de ravitaillement. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elle est loin, très loin, l'époque où la Royal Navy avait réussi à reprendre les îles Malouines. Fly safe.